Je m'appelle Ethan et j'avais 15 ans à l'été 2021. J'étais l'un des plus âgés à participer au camp Linux à Beckett dans le Massachusetts. Mes parents m'y envoyaient pour m'éloigner un peu du bruit de Boston et profiter de la nature du New England, sans les confinements de l'année précédente. Je fréquentais ce camp depuis 2018 et cet été-là, comme j'étais le plus âgé, j'étais devenu une sorte de responsable officieux. Mais cette année-là, les choses allaient prendre une tournure bien différente. Je tiens à préciser que cette histoire est 100% vraie et qu'il suffit d'une recherche Google pour la vérifier. Pardonnez-moi si je me perds parfois dans mes souvenirs, mais après ce qui s'est passé, je ne suis jamais retourné là-bas. Avec 4 années de recul, je peux dire que j'aimais vraiment cet endroit. Et c'est triste que ça se soit terminé ainsi. Comme mon père aime le répéter, la vie n'est pas un conte de fées avec des fins heureuses. Je me souviens que c'était le soir de la Rope Burn, une grande tradition au camp Linux. Le principe était simple, il fallait construire un feu assez haut pour brûler une corde tendue entre 2 poteaux. L'équipe qui y parvenait le plus vite gagnait le droit de se vanter et une pizza. J'étais dans l'équipe bleue et notre moniteur Jake nous motivait. « Ce soir, on va être légendaire !» Avec moi, il y avait 2 autres campeurs, Sam et Riley. Nous sommes partis chercher du bois sec au bord de la forêt, juste derrière le camp. Rien d'inhabituel. On l'avait déjà fait des dizaines de fois, notamment les soirs où on faisait griller des marshmallows. Nous avancions dans les arbres avec nos lampes torches, à la recherche de branches sèches. Ceux qui passent beaucoup de temps en pleine nature savent qu'il y a parfois un silence particulier, comme si la forêt voulait vous avertir que quelque chose ne va pas. C'est ce que j'ai ressenti. On devait être à une 50aine de mètres à l'intérieur quand Riley s'arrêta net et se retourna. « Et vous sentez ça ?» Il était devant nous, et quelques secondes plus tard, moi aussi je captais cette odeur. C'était l'odeur unique de la décomposition. Jake dit en se pinçant le nez « Oh, c'est sûrement juste un animal mort. » Ça semblait logique, alors on continua. Mais j'avais un nœud dans l'estomac, comme si je savais déjà qu'on allait tomber sur quelque chose de grave. Mon faisceau de lampe accrocha alors une forme, affaissée contre un arbre à moitié caché par des fougères. Je me figeai en comprenant que c'était un être humain. Les autres ne l'avaient pas encore vu. « Les gars !» murmurai-je. Quand ils pointèrent leur lampe au même endroit, l'image apparut clairement. Le corps d'un homme, recroquevillé au pied d'un chêne. Ses vêtements étaient sales et déchirés, sa peau grisâtre, gonflée, en train de se désagréger. L'odeur nous frappa de plein fouet. Riley recula en manquant de vomir et Sam resta figé, la main tremblante. Jake jura et se plaça devant nous, comme s'il pouvait nous protéger de ce qu'on venait déjà de voir. « Reculez, ne touchez à rien !» Il attrapa son talkie-walkie et appela le responsable du camp. « Ici Jake, on a trouvé un corps dans les bois. Envoyez de l'aide tout de suite. » Puis à nous, « Retournez au camp et ne dites rien aux autres pour éviter la panique. » Je ramenai Riley et Sam jusqu'à la salle commune, où on s'assit à une table en chuchotant. « C'était vrai ? C'était vraiment... » demanda Sam. Riley fixait ses mains, comme s'il était soudain reconnaissant d'être en vie. Ce n'est que de retour au camp que j'ai vraiment réalisé. On avait découvert un cadavre dans la forêt. L'image revenait en boucle dans ma tête. La tête penchée de cet homme, comme un zombie assoupi contre un arbre. La police arriva plus tard et boucla la zone. La Rope Burn fut évidemment annulée. Et le lendemain, les moniteurs tentèrent de faire comme si de rien n'était. On joua au drapeau, on mangea des s'mores au bord du lac, mais l'ambiance n'y était plus. La rumeur finit par se propager, et certains inventaient des histoires de tueurs en série dans les bois. Moi, je me taisais, trop occupé à revoir cette scène chaque fois que je fermais les yeux. Le soir suivant, Jake vint nous voir. « Ça va, vous trois ?» Je fis signe que oui, même si c'était faux. On avait vu quelque chose qu'on n'était pas censé voir. On n'en parla presque plus après ça, même entre nous. Et quand mes parents vinrent me chercher, je fis de mon mieux pour les rassurer. Mais je savais que je ne verrais plus jamais le camp Linux de la même façon.
Cet endroit, qui avait été pour moi un sanctuaire d'enfance, était désormais entaché par l'odeur d'un corps en décomposition. L'identité de l'homme trouvé dans les bois n'a jamais été rendue publique, mais la police pense qu'il s'agissait d'un homme de 35 ans, mort par suicide. J'avais 13 ans durant l'été 1999 et je vivais à Oklahoma City. Un soir, je participais à une soirée pyjama chez mon amie Laïa. C'était notre traditionnelle soirée de fin d'été, une habitude que nous avions depuis le CE1. Sauf que cette fois, une fille nommée Emma se joignait à nous. Les parents d'Emma étaient de bons amis avec ceux de Laïa, et même si c'était la première fois que je la rencontrais, on s'entendit plutôt bien. Vint le moment de se raconter des histoires qui font peur dans notre petite tente improvisée dans le salon. On en avait fait un jeu. On se passait une lampe de poche qu'on plaçait sous notre menton pendant qu'on racontait notre histoire. Laïa et moi recyclions celle de l'année précédente, en changeant juste quelques détails, ce qui nous faisait rire en nous taquinant. Quand vint le tour d'Emma, elle se redressa et demanda si on pouvait éteindre la lampe pendant qu'elle racontait. On accepta. Ma tante a raconté cette histoire à ma mère un jour dans le salon, dit-elle. Elle ne savait pas que je jouais dans le couloir à l'étage et que j'entendais chaque mot. Laïa et moi, intrigués, nous rapprochâmes d'Emma. Il y a longtemps, reprit-elle, ma tante était monitrice chez les Girl Scouts. Un matin, après une nuit de camping, elle se rendait aux douches quand elle aperçut un sac de couchage sur le sentier. C'était étrange, alors elle pensa que peut-être certaines filles faisaient une blague. Mais en s'approchant, elle vit qu'il y avait une fille dedans. Son visage était pâle, ses yeux ouverts fixant le vide. Ma tante comprit aussitôt qu'elle était morte. Puis elle aperçut 2 autres sacs de couchage, abandonnés comme des déchets. Elle courut vers le plus proche et l'ouvrit. Une autre petite fille, recroquevillée, immobile. Le 3e était pareil. 3 petites filles retrouvées mortes dans la forêt. Je retenais mon souffle, mon sourire disparut, mes yeux écarquillés. « Elles ont été tuées ?» demanda Laïa. Emma hocha la tête. Étranglées, couvertes d'échymoses comme si elles avaient été battues. Il y avait une lampe de poche rouge sur l'un des corps, avec du ruban adhésif sur le faisceau. Dans leur tente, on trouva l'empreinte ensanglantée d'une chaussure et une trace de main trop grande pour être celle d'une enfant. J'étais terrifié. Je tirai ma couverture et me collai à Laïa. « Ta tante a vraiment vu tout ça ?» demandai-je, espérant qu'Emma éclaterait de rire en disant que c'était inventé. Mais elle haussa seulement les épaules. Elle a dit à ma mère qu'elle rêvait encore de ses filles, de leur visage mort, les yeux tournés vers elle. Elle se tut un instant, puis ajouta « Et vous voulez savoir, ils n'ont jamais attrapé le type. Certains disent qu'il rôde encore dans ces bois. » Laïa tenta de rire, mais je voyais bien qu'elle était aussi effrayée. Les histoires qu'on se racontait d'habitude n'avaient rien à voir avec ça. On finit par parler de garçons et de musique, mais l'histoire d'Emma me hantait. Elle était trop détaillée, trop réaliste pour être inventée par une préadolescente. Cette nuit-là, je dormis à peine, sursautant au moindre craquement dans la maison de Laïa, imaginant quelqu'un qui nous guettait dehors. 7 ans plus tard, en 2006, j'étais en première année de fac et rentrais chez moi pour Thanksgiving. Laïa et moi ne nous étions pas vus depuis le lycée. Alors je passais chez elle la veille de la fête. Après quelques banalités, elle me lâcha une bombe. « Tu te souviens de l'histoire flippante qu'Emma nous avait racontée ce soir-là ?» En vérité, j'y pensais depuis mon retour en ville. « Oui, pourquoi ?»« Tu ne vas pas me croire, mais ce n'était pas inventé, c'était vrai. » Mon cœur se serra. « Quoi ?» Cette histoire me tracassait parce qu'elle sonnait tellement vraie. J'ai fait des recherches à la bibliothèque de ma fac. En 1977, 3 Girl Scouts ont été retrouvées mortes dans leur sac de couchage au camp Scott. Elles s'appelaient Laurie Farmer, Michelle Guez et Denise Milner. La monitrice qui les a découvertes s'appelait Carla Willite, la tante d'Emma. J'étais pétrifié. Pendant des années, on avait cru qu'Emma voulait juste nous impressionner. Mais elle disait la vérité.
sa tante avait bien découvert les corps de ses 3 petites filles en 1977. À l'époque, un détenu évadé nommé Gene Leroy Hart était le principal suspect. Il fut arrêté et jugé à la fin des années 70, mais acquitté faute de preuves. Ce n'est qu'en 2022 que des analyses ADN révélèrent qu'il était probablement l'auteur, mais il était mort depuis plus de 40 ans. Et comme les tests ADN n'ont jamais pu prouver avec certitude que Hart était bien le monstre caché dans les bois cette nuit-là, et qu'il est tout à fait possible que quelqu'un d'autre ait été impliqué, je ne trouve pas meilleure façon de conclure qu'en reprenant les mots d'Emma. Ils n'ont jamais attrapé le type. Certains disent qu'il rôde encore quelque part dans ces bois. Cela fait maintenant 31 ans que j'ai travaillé comme moniteur au camp Valley Way. J'ai passé 20 de ces années à essayer d'oublier ce que j'avais vu, à me mentir à moi-même et aux autres sur ce que je sais qu'il s'est réellement passé. J'ai fini par y parvenir en enfouissant ce souvenir dans un coin reculé de ma mémoire. Mais 20 ans après ce jour fatidique sur le lac, j'ai découvert la vérité. J'ai commencé à travailler là-bas à 15 ans et j'y ai passé tous mes étés. Le camp était niché dans les contreforts des Appalaches, entre 2 montagnes, avec un lac naturel au centre, dont l'eau était teintée par l'argile rougeâtre du sud. J'étais maître nageur et moniteur de natation. Chaque semaine, un nouveau groupe de campeurs venait de tout l'État pour découvrir la vie en plein air. Je me souviens encore exactement du jour où c'est arrivé. C'était un mardi, la 5e semaine de camp. La journée la plus chaude de cet été-là, juste avant le 4 juillet. Pour les moniteurs, cette semaine-là était surnommée « la semaine des riches », car beaucoup de parents aisés laissaient leurs enfants ici pendant qu'ils partaient en vacances. Elle venait juste après la semaine des orphelins. C'est à ce moment que l'orphelinat de Clarkstown, le plus grand de l'État, envoyait ses enfants gratuitement au camp grâce à un financement public. Chaque année, à la fin de cette semaine, des habitants venaient adopter certains enfants. Je me souviens d'une fille de mon groupe qui avait trouvé un foyer chez des fermiers du coin. Je revois encore Ellie me faire signe depuis la benne du pick-up qui l'emmenait vers sa nouvelle vie. Pendant mon temps libre, j'aidais les autres moniteurs à réparer des voiles sous l'auvent des activités nautiques. Logan, le chef moniteur, environ 5 ans de plus que moi, était assis à une table de pique-nique scrutant le lac. Ses cheveux coupés très courts laissaient voir une cicatrice à l'arrière du crâne. Quand il parlait, c'était avec un fort accent du sud. « Mike, regarde ce que tu fais !» dit-il. Il avait vu que j'avais sauté un point dans ma couture. « Je n'ai que 2 yeux et j'ai déjà trop à surveiller aujourd'hui. »« Compris, » répondis-je en baissant la tête. Logan gardait toujours un œil sur son équipe, mais ce jour-là, son attention était tournée vers le lac. Ed et Ted, des jumeaux qui partageaient un cerveau à eux deux, encadraient un cours de natation pour débutants au bord de l'eau. Ils avaient le don de mettre Logan mal à l'aise et figuraient en bonne place sur sa liste mentale des moniteurs susceptibles de faire une erreur. Alors quand Ed, le plus malin des deux, arriva en courant depuis la plage, Logan était déjà prêt. Essoufflé, les cheveux trempés collés sur un œil, Ed balbutia. « Il en manque un campeur. On ne le trouve pas dans l'eau, ses copains ne savent pas où il est. » Sans hésiter, le sifflet de Logan retentit dans tout le camp, faisant sursauter enfants et moniteurs. « Tout le monde, sortez de l'eau immédiatement! Tous les maîtres nageurs, au ponton !» Le ton grave de sa voix fit monter l'adrénaline. Nous avons couru vers le lac. J'ai été le premier à plonger, suivi des autres maîtres nageurs. J'étais dans la zone la plus profonde de la partie surveillée du lac, environ 4 mètres, mais l'eau y était trouble et sombre. Le fond formait un gouffre froid et noir. Des plantes aquatiques s'accrochaient à mes jambes pendant que je fouillais les profondeurs. À bout de souffle, je suis remonté, et Logan nous a renvoyés sous l'eau après quelques instants. Lors de ma 2e plongée, je fouillais près d'un massif d'herbe aquatique quand une main pâle a effleuré mon visage. Puis, j'ai vu son visage. Il faisait sombre, mais je distinguais une fille aux cheveux longs flottant autour d'elle, comme chargée d'électricité statique.
J'ai inspiré par réflexe et avalé de l'eau. Je l'ai saisie par le torse et j'ai commencé à remonter. Elle était gonflée, ses bras semblaient trop larges et sa peau glaciale. À mi-chemin, sa jambe s'est accrochée à quelque chose et elle a été tirée vers le fond, m'échappant des mains. Elle me fixait encore tandis qu'elle disparaissait dans l'obscurité. Mes poumons hurlaient, je devais remonter. « Je l'ai trouvé, vite !» ai-je crié en reprenant ma respiration avant de replonger. Mais je n'ai trouvé que de la vase, même après que les autres m'aient rejoint. 5 minutes plus tard, le sifflet de Logan retentit à nouveau. « Écoutez-moi, le campeur manquant a été retrouvé aux toilettes. Ed et Ted l'ont laissé filer. Ils passeront la nuit à récurer le ponton. » Il marqua une pause. Je sentis les regards des autres maîtres nageurs sur moi. « Vous pouvez tous y aller, sauf toi, Mike. Faut qu'on parle. » Les autres s'éloignèrent. Logan se tourna vers moi. « Je ne sais pas ce que tu as essayé de faire, mais tu aurais pu mettre quelqu'un en danger. Refais ça, et tu es dehors. » Mais il y avait quelqu'un là-dessous. Je ne crois pas aux fantômes, Mike. On a fouillé tout le plan d'eau. Allez, dégage. Tu es relevé du lac. La rumeur s'est vite répandue. Plus personne ne me croyait et certains me détestaient carrément. J'ai quitté le camp la semaine suivante, enfouissant cet épisode dans un coin de ma tête, même s'il revenait me hanter dans mes rêves. C'était fin juin 1994. 20 ans plus tard, il y a 11 ans, je suis tombé sur un article intitulé « Restes humains retrouvés au camp Valley Way ». À cause de réservations, le lac avait été vidé, révélant un amas d'ossements dans la zone la plus profonde. Plusieurs fémurs étaient encore attachés à des ancres avec des cordes. On estime que ces restes appartenaient à 19 victimes âgées de 10 à 13 ans. Après enquête, la police d'État découvrit l'origine des corps. 10 ans après cette découverte, l'orphelinat de Clarkston avait été fermé pour détournement de fonds publics. Chaque année, les enfants y passaient une semaine et étaient adoptés par des familles locales. Mais en fouillant les archives, on découvrit que ces adoptions n'avaient jamais été officielles. Les enfants avaient été en réalité tués et jetés dans le lac, à un endroit trop profond pour les campeurs. Seule une dépouille s'était approchée de la zone de baignade à cause d'une corde rongée par la corrosion. L'orphelinat continuait même à toucher les subventions en déclarant ses enfants longtemps après leur mort. Plusieurs personnes impliquées ont été condamnées, mais pas toutes. Et il reste encore aujourd'hui beaucoup de questions sans réponse. Je suis un passionné de pêche depuis plus de 6 ans et j'ai travaillé dans plusieurs entreprises comme pêcheur commercial, attrapant du vinavo, du mahi-mahi, bref, tout ce qui mord et rapporte. Je devais avoir 26 ans quand c'est arrivé. J'étais en master de biologie marine et j'avais obtenu 1 semaine de congé pour les vacances de printemps. Peu de programmes de 3e cycle accordent ce genre de pause, mais j'ai eu de la chance. Pendant cette semaine, un ami et moi avons décidé de partir pêcher au large d'Hawaï pour découvrir les nombreuses espèces de poissons, surtout celles originaires du Pacifique. Nous avions loué un bateau pour quelques jours afin de maximiser nos chances de faire une belle prise. Une nuit, vers 1h du matin, nous avons décidé de sortir en mer pour capturer une espèce bien précise, semi-nocturne, qui se pêche idéalement à cette heure-là. Nous voilà donc, en pleine mer, sur un bateau de taille moyenne, entouré par un noir complet. C'est bien plus angoissant que ce que vous imaginez. Il faut le vivre pour comprendre. Mon ami était d'un côté du bateau, moi de l'autre, dans un silence total, concentré sur notre pêche. Après une vingtaine de minutes, nous avons tous les deux entendu comme un bourdonnement, un fredonnement humain, qui semblait venir de quelque part autour de notre bateau. Je lui ai demandé s'il l'avait entendu aussi, et il m'a répondu que oui. C'était clairement une voix de femme. Je lui ai fait signe d'allumer la lampe du pont, et à notre stupéfaction, il n'y avait rien dans l'eau. C'était incompréhensible, le son venait littéralement de juste à côté de nous. À chaque fois que nous nous dirigions dans la direction du bruit, il changeait de côté.
Puis après un moment à tourner en rond, le fredonnement s'est arrêté. Mon ami m'a alors crié de venir vite. Je me suis précipité à l'arrière du bateau et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il y avait une femme flottant sur le dos dans l'eau. Elle paraissait avoir entre 25 et 30 ans et elle ne semblait pas vivante. Ce qui est étrange, c'était sa tenue. Une robe bleu foncé, beaucoup trop petite pour elle. Pas de chaussures, mais un collier et une seule bague. Nous nous sommes regardés complètement choqués en pensant que nous venions peut-être de tomber sur la scène d'un meurtre. Nous sommes vite rentrés dans la cabine pour essayer de contacter les gardes-côtes ou n'importe qui à terre par radio. Impossible d'obtenir une réponse. Après plusieurs tentatives, nous sommes retournés voir, mais elle avait disparu. Il ne s'était écoulé que 3 minutes depuis que nous l'avions vue. Nous avons balayé l'eau avec la lampe, rien. À ce moment-là, nous avons décidé d'arrêter là et de rentrer complètement terrifiés. De retour à terre, nous avons convenu de ne rien dire. Si nous racontions ça, on nous soupçonnerait sûrement de l'avoir embarqué à bord puis jeté à l'eau. Évidemment, ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Mais qui nous croirait ? Quelques jours plus tard, mon ami a cherché sur Internet les personnes portées disparues à Hawaï, plus particulièrement à Maui. Après avoir parcouru des centaines de profils, nous n'avons jamais trouvé la femme que nous avions vue. Elle n'a toujours pas été identifiée. Le plus troublant, c'est que nous étions à plusieurs kilomètres des côtes et que cette femme flottait là, en pleine nuit, dans une longue robe. C'est comme essayer de mettre une pièce de puzzle là où elle ne va pas. Cela n'a aucun sens. Si vous vivez dans la région de Maui, je vous encourage vivement à contacter la police si vous avez la moindre information. Cette rencontre continue de m'empêcher de dormir la nuit.